Comme nous allons le voir tout au long de l'année, les sociétés humaines entretiennent entre elles souvent deux types de relations assez différentes, soit des alliances, souvent commerciales, ou encore des guerres. Les premiers occupants ne sont pas étrangers à ce type de relation-là parce que on l'a démontré à travers les fouilles archéologiques et également à travers les récits des premiers Européens qui ont visité l'Amérique, que les premiers occupants faisaient énormément de commerce, mais aussi se faisaient la guerre. Voyons comment tout ça s'organise en parlant tout d'abord du commerce. Le commerce chez les premiers occupants, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il est présent chez tous les groupes d'Amérique du Nord, mais il y a quelque chose qu'il faut retenir et une différence fondamentale avec le commerce tel qu'il est pratiqué ailleurs en Occident et même en Orient. Chez tous les groupes autochtones du nord-est de l'Amérique du Nord, le but du commerce, c'est d'obtenir des produits rares ou nécessaires, et ce n'est jamais, jamais une question d'enrichissement. S'enrichir chez les premiers occupants, c'est quelque chose d'extrêmement mal vu. Tout doit être partagé et l'égalité est extrêmement importante au sein des groupes. On ne peut donc pas accumuler de richesses. L'échange, les échanges commerciaux ont aussi une dimension beaucoup plus sociale, un peu plus humaine, dans le sens que les échanges, oui, c'est du troc marchandise contre marchandise, mais cet échange de marchandises-là scelle une alliance. C'est ce qu'on appelle la règle du don et du contre-don. Je te donne quelque chose et je reçois quelque chose en retour, et cet échange fait de nous des alliés. C'est donc pour cette raison que la majorité des échanges se font au sein de groupes alliés, donc au sein même des Algonquiens ou encore au sein même des Iroquoiens. Mais parfois, ennemis vont, en temps de paix, échanger entre eux. Donc, il y a eu des échanges entre Iroquoiens et Algonquiens, parce qu'on a vu des produits iroquoiens dans des villages algonquiens, et le contraire est aussi vrai entre Algonquiens et Iroquoiens. Certains produits peuvent même se rendre très très loin grâce à un complexe réseau d'échange qui peut ressembler à celui-ci. Ce complexe réseau d'échange suit essentiellement les rivières et les lacs qui sont très nombreux dans cette région du globe. Et c'est souvent au confluent, à savoir à la rencontre de deux rivières, que les échanges vont se faire. Ces produits vont ensuite voyager le long de ces mêmes rivières ou d'autres rivières pour se rendre encore plus loin. C'est ainsi qu'on va retrouver des produits provenant des plaines intérieures sur le bord des côtes atlantiques et même des produits provenant du Grand Nord, beaucoup plus au sud. Le réseau d'échange est particulièrement complexe et, comme je l'ai dit, aide à sceller les alliances. Celles-ci sont particulièrement importantes pour les Iroquoiens parce qu'elles sont à la fois commerciales, mais aussi militaires. On sait que vers 1500, il y avait trois confédérations iroquoiennes qui formaient des alliances commerciales et militaires, soit les Cinq Nations, les Huron-Wendat et les Neutres. Ce n'est pas vraiment un nom qu'ils se donnaient eux-mêmes, mais c'est un nom que les Européens leur ont donné. On sait toutefois que chez les Iroquoiens, il y avait encore plus que le commerce qui pouvait sceller une alliance. Il y avait des objets particuliers et cérémoniels qu'on s'échangeait, comme un wampum. Un wampum est une espèce de ceinture de coquillage qui symbolise un fait, qui symbolise une amitié, qui raconte une histoire, mais qui scelle une alliance pacifique. S'il y avait des alliances, c'est qu'il y avait également des rivalités. Plusieurs rivalités existent entre les divers groupes et celles-ci changent avec le temps. Les guerres sont fréquentes, que ce soit pour contrôler un territoire de chasse ou une route commerciale. Et la vengeance est un motif important des conflits. En effet, parce qu'un groupe nous a attaqué à un certain moment donné, ben on peut le réattaquer par la suite, et ainsi de suite. Donc, la guerre est relativement constante entre les groupes des Premières Nations, entre Algonquiens, Iroquoiens et même au sein des Iroquois. D'ailleurs, au sein des Iroquoiens, il y a une très grande rivalité entre les Hurons-Wendat et les Iroquois des Cinq Nations. Ça va être très important pour ce qui va venir plus tard. La guerre chez les Amérindiens sont très fréquentes et souvent assez violentes selon nos standards modernes. Les Amérindiens vont utiliser une technique qui était inconnue des Européens à cette époque-là, qui s'appelle l'embuscade, c'est-à-dire se cacher et attaquer l'ennemi par surprise. Les guerres sont très fréquentes, mais tout le monde, du moins tous les hommes, peuvent y participer. Mais cette participation, elle est libre.
C'est pas tous les garçons qui doivent absolument participer à une expédition guerrière, mais ça aide souvent à gagner en prestige. Et donc, plusieurs hommes et plusieurs garçons vont s'impliquer dans les expéditions guerrières, tout simplement pour mieux paraître. Le but des guerres aussi, c'est souvent de faire des prisonniers. Souvent, bon, ils sont torturés, forcés à travailler, mais finalement, ils sont souvent adoptés par le groupe. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on va voir que pour ce qui s'en vient, ça va être extrêmement important pour les bases des sociétés européennes en Amérique. La façon de faire la guerre en Amérique était complètement différente de celle des Européens, mais aussi les Européens vont subir ces guerres-là et les Européens, à leur tour, vont empirer les conflits chez les premiers occupants. C'est donc la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui.